Nous avons appris, il y a 48 heures, en début de semaine, que 183 élèves avaient été exclus de leur école pour avoir, encore une fois je cite, perturbé ou contesté l'hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty. Pierre Conesa, je vous lance un chiffre comme ça, mais qu'en faire en fait de ce genre de chiffres? Est-ce la face émergée de l'iceberg, mais comment traduire ce chiffre? Oui, moi, mon postulat de départ, effectivement, était de montrer qu'entre ces manifestations séparatistes qui ne sont pas obligatoirement violentes, qui sont révélatrices quand elles sortent de gosses, parce que ça veut dire que c'est dans leur famille qu'ils ont reçu cette motivation, et donc de montrer qu'il y a une espèce de continuum intellectuel entre ces postures séparatistes et le passage à l'acte. Alors effectivement, je n'en fais pas un lien mécanique, mais s'il est évident que si on prend les deux cas de ces deux professeurs qui ont été assassinés, professeurs de la République, professeurs d'histoire, le premier est assassiné par un enfant d'une famille tchétchène. Or, il n'y a pas de rapport entre la France et la Tchétchénie, et le second est assassiné par un enfant ingouche, et il n'y a pas plus de rapport entre la France et l'Ingouchie. Donc on est sur une problématique qui n'a rien à voir avec le Proche-Orient, qui est une espèce de terreau salafiste dans lequel, voilà, le dernier épisode, celui dont vous parlez, c'est-à-dire les deux supporters suédois, on est avec quelque chose, si vous voulez, qui est une imprégnation très fondamentale de communautés musulmanes dans les pays occidentaux au thème du salafisme. Voilà. Et donc la légitimation du passage à l'acte, puisque vous connaissez le discours, c'est sur la victimologie qu'on légitime l'acte violent. Bon. Donc je pense qu'il y a deux problèmes séparés, on reparlera du Proche-Orient si vous voulez, mais que si on ne s'attaque pas aux problèmes internes, on n'en sortira pas. Ben, moi, ce qui m'étonne beaucoup, si vous voulez, c'est qu'effectivement l'État islamique est réduit, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et que par contre, vous avez les Américains qui désignent l'Iran. Rappelez-vous le 11 septembre. Le 11 septembre, vous avez cette extraordinaire destruction filmée à la télévision, vue par le monde entier, etc. 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Le rapport du Congrès démontrait, excepté les pages qui ont été classifiées, qui n'ont été déclassifiées que 14 ans plus tard, que l'ambassade d'Arabie Saoudite avait fourni de l'assistance aux groupes terroristes. On retombe sur le même scénario. À l'époque, personne ne voulait accuser l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, personne ne veut accuser l'Arabie Saoudite. Or, c'est elle qui a généré le salafisme partout sur la planète, c'est pas l'Iran. Donc, on est à nouveau dans un processus de fabrication de l'ennemi, et les phrases de Biden sont déroutantes, parce que rien ne prouve que le Hamas soit alimenté par l'Iran et pas par les salafistes d'Arabie Saoudite. Donc, parlons clairement des choses plutôt que de les désigner artificiellement. Et encore une fois, rappelez-vous que dans ce discours de janvier 2002, après les attentats, George Bush désigne l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord comme les axes du mal, et il ne dit pas un mot de l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez, cette fabrication dans les démocraties prend une consistance si elle est énoncée comme ça publiquement dans un lieu républicain, mais elle peut être totalement mensongère. La France doit rester fondamentalement gaulliste. Rappelez-vous le général de Gaulle, hein, il avait toujours justement essayé de prendre l'analyse des crises telles qu'elles étaient, même s'il fallait prendre des décisions politiques graves et lourdes, ce qu'il a fait sur la fin de la guerre d'Algérie. Et donc, là, on est face à des gens qui sont des guerres de tranchées, si vous voulez, politico-politiciennes, ici en France. On sait bien que la situation à Gaza est une situation dramatique. Aujourd'hui, 70% des Gazaouis vivent au-dessous du seuil de pauvreté et ne vivent que grâce à l'aide internationale. Bon, vous connaissez un autre État du monde qui vit dans ces conditions-là, et on va les accuser quand ils se révoltent. J'ai fait le calcul, si vous voulez, depuis la première intifada. La première intifada, c'est la révolte des pierres, hein, c'est-à-dire des pierres contre des soldats. Jusqu'à aujourd'hui, en comparant le nombre de décès palestiniens et le nombre de décès israéliens, le nombre de décès palestiniens. J'en suis à peu près à 1500 Israéliens morts et on en est à 10 000 Palestiniens tués. Comment voulez-vous laisser faire ce genre de choses? C'est pas parce qu'on répond à du terrorisme par des actes d'une brutalité absolue qu'on va résoudre la question de Gaza. Il faut remettre les choses à plat. Et pour ça, il faut effectivement qu'on montre bien que ce sont deux extrémismes qui se font face. Je sais que c'est difficile à entendre, mais moi, c'est mon analyse. Je disais, quand Netanyahou dit à 1 million de personnes, vous déplacez vers le sud, quand on sait qu'ils ont une bande de territoire qui fait 40 km de long sur 10 km de large, vous imaginez ce que ça veut dire de déplacer 1 million de personnes. Donc ça s'appelle de l'épuration ethnique. Alors ça choque parce qu'on dit oui, mais c'est pas possible, c'est scandaleux, c'est pas... Mais pourtant, c'est ce qu'on dit sur l'Azerbaïdjan quand ils font ça dans le Haut-Karabakh. Donc la position de la France doit rester justement au-dessus de ces qualificatifs en les utilisant pour les uns et pas pour les autres. Quand je dis que Netanyahou est un radical et un extrémiste, il laisse faire des installations de colonies sauvages en Cisjordanie
par des juifs radicaux, qui sont au moins aussi obtus que les salafistes, en laissant des routes ouvertes exclusivement à l'armée, et que vous avez vu cette carte du monde diplomatique dans laquelle on s'aperçoit que la Cisjordanie est devenue ingouvernable. Ce n'est plus qu'un archipel, c'est même plus un territoire. Bon, bah écoutez, je vois pas en l'occurrence qui je peux choquer en disant une chose pareille. Vous parlez de lutter contre le salafisme en France, hein, on est bien là-dessus, oui. Ouais. Bah écoutez, moi j'ai vu deux trous dans la raquette. Le premier, c'est la politique du droit d'asile. La politique du droit d'asile, si vous voulez, part du principe que si un individu est menacé par son gouvernement dans son pays, il a un droit à une espèce d'ouverture sur le territoire français. Bon. Les deux assassinats des deux professeurs ont été faits par une famille tchétchène et une famille ingouche. Bon. La famille tchétchène est arrivée ici, elle était logée à Évreux, dans un quartier où j'ai moi-même habité. L'enfant, Anzorov, avait 2 ans quand il est arrivé en France, donc c'est un enfant qui a fait l'école de la République. C'est pas à l'école de la République qui s'est radicalisé, c'est dans sa famille. Bon, rappelez-vous le scénario, il va effectivement devant l'entrée du collège, il se fait désigner Samuel Paty et il va l'agresser, le décapiter. La police le tue, mais le père le félicite et toute la famille prend ses clics et ses claques et retourne en Tchétchénie. Donc ce n'était pas une famille menacée. Deuxième épisode, celui du professeur Bernard. Famille ingouche, la France n'a pas de guerre en Ingouchie. Donc on a exactement le même processus, c'est-à-dire une famille à qui on a ouvert le droit d'asile. Bon, ils n'étaient pas admis cette fois-ci. Mais enfin, ils sont en ce moment sur le territoire. Et puis cet enfant qui lui est arrivé à l'âge de 5 ans va devenir le même profil que l'enfant de Zorov, c'est-à-dire il va aller tuer un professeur qu'il ne connaît pas, à qui il n'a même pas quelque chose à reprocher, si ce n'est le fait d'enseigner l'histoire. Donc on est dans un monde qui s'est totalement déréglé, dans lequel effectivement le droit d'asile est une espèce de raquette dans laquelle on laisse entrer tout le monde. Deuxième volet, si vous voulez, c'est le droit européen, c'est-à-dire qu'il est impossible d'expulser quelqu'un si on pense qu'il ne sera pas bien accueilli dans son pays. Bon. Vous vous rendez compte de l'absurdité de cette règle ? Moi, j'ai tendance effectivement à penser qu'il ne faut pas prendre les choses comme une espèce d'effet d'écho. Bon. Encore une fois, si je vous dis le cas d'un Ingouche et d'un Tchétchène qui viennent massacrer des professeurs de la République, si vous me demandez quel rapport avec le Proche-Orient, je vous dis, il n'y en a aucun. Aucun. C'est quelque chose qui fait qu'on a laissé s'installer sur le territoire français des gens qui, encore une fois, vont se saisir éventuellement de l'opportunité de ce qui se passe au Proche-Orient, sur lequel on échangera si vous le voulez. Mais on ne peut pas effectivement penser que c'est parce que ça se dégrade au Proche-Orient, ça va automatiquement éclater ici, parce que notre politique d'accueil, de droit d'asile et d'expulsion est totalement aberrante aujourd'hui. La création de l'État d'Israël, si vous voulez, est donc une décision prise par les Occidentaux, coupables de la Shoah, si vous voulez, et donc qui vont faire payer aux Palestiniens le prix, si vous voulez, de la réparation. Bon, Herzl avait déjà formulé depuis longtemps, si vous voulez, la nécessité de la reconstitution d'un État juif, donc ce n'est pas une question de circonstance, c'était une vieille revendication. Cette revendication, évidemment, prend la forme d'une carte qui ne va cesser d'évoluer, puisque entre le partage de 47 et puis ce qu'on va connaître aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en tout état de cause, Israël n'a cessé de s'étendre et que c'est les Palestiniens qui n'ont jamais réussi à faire entendre leur voix, si ce n'est à un moment où, effectivement, après les accords de Camp David, on va avoir 2 chefs d'État qui vont enfin reconnaître respecter chacun l'autre, si vous voulez, et donc accepter la création d'un État palestinien, même en 2 morceaux, mais la création d'Israël. Je vous signale que ces 2 chefs d'État, Rabin et Yasser Arafat, vont être chacun, et Begin, et Begin, qui était donc le premier signataire d'un accord de paix avec Israël, vont être tous 2 assassinés par des radicaux religieux de leur propre religion. Begin va être assassiné par un radical juif et Sadat par un radical musulman. C'est-à-dire qu'on a des forces en présence, si vous voulez, indépendamment de ce que sont les pouvoirs politiques, qui sont encore une fois sa montée de ce radicalisme des 2 côtés, j'insiste sur les 2 côtés, qui font tout ce qu'ils peuvent pour qu'il n'y ait pas d'accord. Quand je vous dis que Netanyahou laisse installer des colonies sauvages sur la Cisjordanie créées par des radicaux juifs et qu'il les fait protéger par l'armée, il contribue à entretenir la crise. Il contribue à fragiliser l'interlocuteur qu'il avait, qui est maintenant Mahmoud Abbas, et évidemment, il va radicaliser le Hamas, qui, je vous rappelle, est sorti des urnes, même s'il s'est installé juridiquement en niant, si vous voulez, le processus électoral, il reste que ils ne reconnaissent pas le droit international, mais je vous signale que Netanyahou est en train de changer la Cour suprême. Donc, dans le genre, on a bien 2 radicalismes face à face. Pour ce qui revient aux chefs d'État arabes, eux, c'est le sommet de l'hypocrisie. Parce que, évidemment, ils se servent de la question israélienne pour surtout ne pas réformer leur régime. En disant, non, attention, le menace principal, c'est l'État. C'est l'État juif. Mais pas du tout. En Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, etc., ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est recevoir des Palestiniens. Parce que recevoir des Palestiniens, c'est recevoir des populations qui, elles, par contre, n'ont pas de légitimité, n'accordent pas de légitimité à ces régimes. Et donc, ce sont des ferments qui, effectivement, pourraient déstabiliser les régimes. L'Arabie Saoudite est le pays qui a l'espace et l'argent.
Ils ne prennent pas de Palestiniens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans un système d'hypocrisie où chacun fait semblant que c'est la faute de l'autre. Si ça se continue au rythme où les bombardements israéliens se poursuivent sur Gaza, je pense qu'effectivement, quand je dis épuration ethnique, je ne suis pas loin d'une réalité qui ne va cesser de s'amplifier. Pour ce qui concerne effectivement la rue arabe, là, il y a un séisme, si vous voulez, qui est en train de se dérouler. Les pays du Golfe qui étaient en train de normaliser avec Israël sont obligés d'arrêter, qui étaient en train de se basculer tout leur système stratégique en considérant que c'est l'Iran qui est responsable, qui est la véritable menace. Bon, ceux-là sont obligés d'arrêter les négociations. Et encore une fois, là, je reviens sur les observateurs. Rappelez-vous que le salafisme, c'est une création saoudienne. L'Arabie saoudite, il faut en comprendre les caractéristiques. Bon, quand en 1927, Ibn Saoud prend le pouvoir, il expulse des lieux saints le shérif de la Mecque, qui était le véritable descendant, si vous voulez, du prophète, la filiale familiale, si vous voulez, de la famille du prophète. Et donc la dynastie saoudienne n'a pas de légitimité religieuse. Elle n'a de légitimité religieuse que si elle soutient, que si sa hiérarchie religieuse, donc cette hiérarchie wahhabite salafiste, la soutient. Donc ils sont tenus à une diplomatie religieuse, si vous voulez, qui reste totalement intransigeante, qui s'était simplement couverte pendant l'époque de la guerre froide, parce que évidemment, on se disait plutôt des salafistes que Nasser. Bon. Donc, on est sur une espèce de situation très, très étonnante où Mohamed Ben Salman va faire le moderniste, mais enfin sous contrôle. Regardez si on a baissé les critères. Quand il autorise les femmes à conduire, c'était le seul pays du monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire, on se dit, oulala, la société saoudienne se réforme. Je veux dire, si demain il autorise les enfants à acheter des Playmobil, on va penser que... Vous voyez ce que je veux dire? On a totalement abaissé les critères d'analyse sur l'Arabie saoudite parce qu'on se cherche un réformateur. Alors évidemment, il a une belle gueule, il est jeune, il est tout ça. Bon, enfin, il a quand même viré son frère qui était le successeur légitime. Donc c'est un homme qui a les dents très longues. Et c'est un homme qui a donné l'instruction précise de découper en morceaux Khashoggi. Donc c'est un vrai démocrate. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extraordinaire. On a réussi à ne pas le mouiller, si vous voulez, sur les attentats du 11 septembre, parce qu'effectivement, c'était pas son âge. Mais on l'a sur Khashoggi avec un exemple précis d'un mec découpé en morceaux dans un consulat saoudien. Et on fait comme si on ne le voyait pas. Bon, donc,